Garçon des rues rend le collier de la fille perdue du millionnaire. Ce qui suit est bouleversant. Les rues pavées de Montmartre bruissaient de leur mélodie habituelle ce matin-là. Les touristes déambulaient devant les galeries d'art. Les cafés exhalaient leurs arômes de croissants fraîchement sortis du four. Et la tour Eiffel se dressait majestueusement au loin, témoin silencieux de cette journée qui allait changer deux vies à jamais. Luan, 12 ans, aux cheveux ébouriffés et aux vêtements usés par les intempéries, se faufilait entre les passants avec l'agilité d'un chat des rues. Ses yeux noirs, perçants malgré la fatigue, scrutaient chaque recoin, chaque opportunité de survivre un jour de plus dans cette ville qu'il avait adoptée malgré elle. « Encore une journée à tenir », murmura-t-il en français approximatif, mélangé à l'accent de ses origines lointaines. La bijouterie Cartier de la rue de la Paix brillait comme un écrin sous le soleil matinal. Derrière les vitrines blindées, les diamants captaient la lumière et la transformaient en mille feux colorés. Augusto Falcão, 45 ans, homme d'affaires prospère aux tempes grisonnantes, observait attentivement le collier « Lumière » de Sofia que le bijoutier venait de terminer. « Monsieur Falcão », dit le bijoutier avec révérence, « voici votre commande. » Chaque perle a été sélectionnée avec le plus grand soin. Ce collier est vraiment exceptionnel. Augusto prit délicatement le bijou entre ses mains. Les perles nacrées semblaient pulser d'une lumière intérieure, et le pendentif central, un cœur en or blanc serti de diamants, portait une gravure presque imperceptible. « Pour ma petite étoile, papa. Elle aurait eu 25 ans aujourd'hui, » murmura Augusto, la voix étranglée par l'émotion. Le bijoutier baissa respectueusement les yeux. Tout Paris connaissait l'histoire tragique d'Augusto Falcão, ce magnate de l'immobilier qui avait tout perdu le jour où sa fille Sofia avait disparu dans un accident de voiture 20 ans plus tôt. Depuis, chaque année, il commandait un bijou en sa mémoire. Soudain, l'alarme de la bijouterie se déclencha. 3 hommes cagoulés avaient forcé l'entrée principale, armes au poing. Tout le monde à terre, personne ne bouge. La panique s'empara de la boutique. Augusto se jeta instinctivement au sol, serrant le collier contre sa poitrine. Dans la confusion, le bijou lui échappa et roula sous un présentoir. Les voleurs opéraient avec une précision chirurgicale, vidant les vitrines en quelques minutes. L'un d'eux, nerveux, renversa le présentoir derrière lequel s'était caché le collier. La chaîne glissa et disparut par une grille d'aération donnant sur la rue. « Allez, on se tire !» cria le chef de la bande. En quelques secondes, ils avaient disparu, laissant derrière eux une bijouterie dévastée et des témoins sous le choc. Augusto se releva lentement, le regard fou. Le collier. Où est le collier? Dehors, Luan avait assisté à toute la scène depuis sa cachette habituelle, un renfoncement entre 2 immeubles. Il avait vu le collier tomber de la grille d'aération juste à ses pieds. Ses mains tremblantes s'emparèrent du bijou et il sentit immédiatement quelque chose de particulier dans ce contact. « C'est magnifique », souffla-t-il, admirant les reflets nacrés. Pendant quelques secondes, l'idée de le garder traversa son esprit. Ce collier pourrait lui assurer des mois de survie, peut-être même une nouvelle vie. Mais quelque chose dans son cœur l'en empêchait. Il repensa à sa mère, disparue quand il avait 5 ans, et à ses dernières paroles. « Mon petit Luan, quoi qu'il arrive, reste toujours quelqu'un de bien. » La police était arrivée sur les lieux. Augusto, désespéré, expliquait l'importance du collier perdu aux agents quand une petite voix se fit entendre derrière lui. « Monsieur, vous cherchez ça ?» Augusto se retourna et vit Luan, sale et dépenaillé, qui tenait précieusement le collier « Lumière de Sofia ». Le silence se fit dans la rue. Tous les regards convergèrent vers cet enfant des rues qui aurait pu s'enfuir avec un trésor, mais qui avait choisi de le rendre. « Où l'as-tu trouvé ?» balbutia Augusto, n'osant y croire. « Il est tombé de là-haut », répondit Luan en désignant la grille. « Il vous appartient, n'est-ce pas? Il a l'air important pour vous. » Augusto tendit une main tremblante vers le collier, et leurs doigts se touchèrent brièvement. Un frisson étrange parcourut les 2 êtres. Augusto regarda vraiment Luan pour la première fois, ses yeux noirs si expressifs, ses traits fins malgré la maigreur, cette dignité naturelle qui transcendait la pauvreté.
Comment tu t'appelles, mon enfant? Luan, monsieur. Luan, répéta Augusto, comme si ce nom réveillait quelque chose en lui. Tu aurais pu partir avec ce collier. Pourquoi l'as-tu rendu? Luan haussa les épaules, un sourire timide éclairant son visage. Parce que ce qui ne nous appartient pas ne peut pas nous rendre heureux. Les larmes montèrent aux yeux d'Augusto. Cette sagesse, dans la bouche d'un enfant qui n'avait probablement jamais rien possédé, le bouleversait profondément. Un policier s'approcha. « Monsieur Falcão, voulez-vous porter plainte contre ce gamin? Il a peut-être des complices. »« Non !» s'exclama Augusto avec force. « Cet enfant vient de me rendre le plus précieux de mes biens. Il mérite une récompense, pas un interrogatoire. » Il se tourna vers Luan, qui reculait instinctivement, habitué à la méfiance des adultes. « Attends, Luan, s'il te plaît. » Le garçon s'arrêta, déchiré entre l'envie de fuir et une curiosité inexpliquée. « Quand as-tu mangé pour la dernière fois ?» Luan détourna le regard, embarrassé. « Hier, enfin, je crois. Veux-tu venir manger quelque chose avec moi? Juste pour te remercier. » L'enfant hésita longuement. Les adultes qui semblaient gentils étaient souvent les plus dangereux. Mais quelque chose dans le regard d'Augusto, une tristesse familière, une solitude qui faisait écho à la sienne, l'incita à accepter. « D'accord, mais juste manger. » Augusto sourit pour la première fois depuis des années. « Juste manger, c'est promis. » Le restaurant Le Petit Coq, dans le 16e arrondissement, était un havre de paix aux nappes blanches immaculées et aux serveurs en costume noir. Augusto avait choisi une table discrète près de la fenêtre, d'où il pouvait observer l'animation de l'avenue Foch. Luan, intimidé par le luxe environnant, restait silencieux, touchant à peine à son assiette de coq au vin. Augusto respectait ce silence, se contentant d'observer ce mystérieux enfant qui avait bouleversé sa journée. « Tu n'aimes pas ?» demanda finalement Augusto. « Si, c'est délicieux, » répondit Luan. « C'est juste que je n'ai pas l'habitude de manger dans des endroits comme ça. »« Où vis-tu, Luan ?» L'enfant hésita. « Un peu partout. Parfois dans le métro, parfois dans les parcs. Ça dépend des jours. Et ta famille ?» Le visage de Luan s'assombrit. « Je n'en ai plus. Ma mère est morte quand j'avais 5 ans. Je ne sais pas qui est mon père. » Augusto sentit son cœur se serrer. « Comment es-tu arrivé en France ?»« Avec ma mère. Elle travaillait pour une famille riche. Quand elle est morte, personne ne s'est occupé de moi, alors j'ai appris à me débrouiller tout seul. »« Elle travaillait pour quelle famille ?» Luan fouilla dans sa poche et en sortit un petit médaillon en argent terni. Elle avait ça. Elle disait que c'était important, que ça venait de son travail, mais je n'ai jamais compris pourquoi. Augusto prit délicatement le médaillon et son sang se figea. Gravé sur le métal, un symbole qu'il reconnaissait parfaitement. Le blason de la famille Falcão, avec ses 2 faucons entrelacés. « Luan !» Sa voix était à peine audible. « Comment s'appelait ta mère ?»« Nara. Nara Santos. » Le monde d'Augusto s'effondra. Nara Santos, sa gouvernante, qui s'était occupée de sa fille Sofia avec tant de dévouement. Nara, qui avait disparu mystérieusement le jour de l'accident, sans laisser de traces. Nara, qui était enceinte quand elle travaillait chez lui, il y a 12 ans. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Vous la connaissiez ?» demanda Luan, remarquant le trouble d'Augusto. Augusto avait du mal à respirer. Les souvenirs remontaient à la surface comme des vagues déferlantes. Nara, si jeune, si fragile, qui s'occupait de Sofia comme si c'était sa propre fille. Nara, qui chantait une berceuse brésilienne que Sofia adorait. Nara, qui avait refusé de dire qui était le père de son enfant, protégeant ce secret avec une détermination farouche. « Oui, je l'ai connue, » répondit-il enfin. « Elle travaillait pour moi. » Les yeux de Luan s'écarquillèrent. « Vous êtes la famille pour qui elle travaillait ?» Augusto hocha la tête, incapable de parler. Il observait attentivement le visage de Luan, cherchant des ressemblances, des signes. Et soudain, il les vit. Ses yeux, cette forme du nez, cette façon de plisser le front quand il réfléchissait, tout cela lui rappelait quelqu'un. « Luan, peux-tu me dire exactement quand tu es né ?»« Le 15 mars 2012. »« Pourquoi ?» Augusto ferma les yeux.
Sofia était morte le 3 mars 2012. Nara avait disparu le même jour. Et 12 jours plus tard, Louane naissait. « Il faut que je te montre quelque chose », dit Augusto d'une voix tremblante. Ils quittèrent le restaurant et se dirigèrent vers la somptueuse demeure d'Augusto dans le 7e arrondissement. Le hôtel particulier du XVIIIe siècle, avec ses hautes fenêtres et son jardin à la française, impressionna Louane, qui n'avait jamais vu de si près le monde de la haute société parisienne. « Entrez », dit Augusto, en ouvrant la lourde porte d'entrée. L'intérieur était un mélange de classique et de moderne, avec des meubles anciens, côtoyant des œuvres d'art contemporains. Mais ce qui frappa Louane, c'était le silence. Cette immense maison semblait vide, comme hantée par des souvenirs. Augusto monta au premier étage et ouvrit une porte qu'il n'avait pas franchie depuis des années. La chambre de Sofia était restée intacte, comme un sanctuaire. Posters de films, livres d'école, peluches, tout était figé dans le temps. « Voici ma fille, Sofia », dit Augusto, en montrant une photo sur la table de nuit. Louane s'approcha et resta bouche bée. Sur la photo, une jeune fille aux cheveux châtains souriait, tenant dans ses bras une femme qu'il reconnaissait parfaitement. « Maman », souffla-t-il. Nara s'occupait de Sofia depuis qu'elle était petite. Elle était plus qu'une gouvernante. Elle était comme une seconde mère pour elle. Louane touchait délicatement la photo, les larmes aux yeux. Je me souviens de cette photo. Maman l'avait dans ses affaires. Elle me disait que c'était son travail, que cette petite fille était très importante pour elle. Augusto ouvrit un tiroir et en sortit un carnet de cuir rouge. Nara tenait un journal de bord de toutes les activités de Sofia. « Regarde la dernière page. » Il ouvrit le carnet à la dernière page écrite. L'écriture de Nara, délicate et soignée, racontait la journée du 2 mars 2012. Sofia est nerveuse à cause de son examen de piano demain. Je lui ai chanté la berceuse brésilienne qu'elle aime tant. Elle s'est endormie en me tenant la main. Je pense à mon bébé qui va naître bientôt. J'espère pouvoir lui donner autant d'amour que j'en donne à Sofia. Elle mérite d'avoir une vraie famille, pas comme moi qui n'ai jamais eu de père. Mais qui sait ? Peut-être que mon fils trouvera un jour sa place dans ce monde, je lui chanterai la même berceuse. « Te souviens-tu de cette berceuse ?» demanda Augusto. Louane ferma les yeux et, d'une voix douce et mélodieuse, commença à chanter « Bois da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta ». Augusto sentit ses jambes se dérober. Cette berceuse, il l'avait entendue des centaines de fois dans cette maison. Sofia l'adorait et la réclamait chaque soir. « Louane, dit-il en s'agenouillant pour être à la hauteur de l'enfant, je vais te poser une question très importante et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. » L'enfant hocha la tête, impressionné par la gravité du moment. « Penses-tu qu'il soit possible que je sois ton père ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Louane recula d'un pas, les yeux écarquillés. « Quoi ? Mais non, c'est impossible. Vous êtes riche, vous vivez dans un château, vous n'êtes pas comme moi. L'argent et les murs ne définissent pas qui nous sommes, Louane. Ta mère était une femme extraordinaire. Si elle avait décidé de protéger le secret de ta naissance, elle avait sûrement de bonnes raisons. Mais pourquoi elle ne m'a jamais dit ? Peut-être parce qu'elle voulait te protéger, peut-être parce qu'elle avait peur que tu sois rejeté. Ou peut-être... » Augusto s'arrêta, réalisant l'énormité de ce qu'il allait dire. Peut-être parce qu'elle savait que j'étais trop brisé par la perte de Sofia pour être capable d'être un père. Louane s'assit sur le lit de Sofia, submergé par les émotions. « Vous croyez vraiment que vous êtes mon père ? Je ne sais pas, mais tous les indices concordent. Ton âge, ta mère, ce médaillon, cette berceuse, et puis, il y a quelque chose d'autre. » Augusto retourna le médaillon de Nara et montra une petite gravure presque invisible. « Regarde bien. » Louane plissa les yeux. « AF plus NS. Augusto Falcão et Nara Santos. » L'enfant leva les yeux vers Augusto, et pour la première fois, il vit la ressemblance. Cette mâchoire carrée, ses mains aux longs doigts, cette façon de pencher la tête quand il réfléchissait. « Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ?» demanda-t-il d'une petite voix. « Ça veut dire que tu n'es plus seul, Louane. Ça veut dire que tu as une famille. Et si je ne veux pas ?» La question frappa Augusto de plein fouet. Il avait été si concentré sur sa propre émotion,
qu'il avait oublié que Luan était un enfant libre, habitué à l'indépendance. Alors tu seras libre de partir quand tu veux. Mais en attendant, tu as un toit, de la nourriture et quelqu'un qui commence à tenir beaucoup à toi. Luan resta silencieux pendant de longues minutes, caressant le médaillon de sa mère. Finalement, il leva les yeux vers Augusto. Je peux rester cette nuit? Juste pour voir? Augusto sourit à travers ses larmes. Tu peux rester aussi longtemps que tu voudras. Cette nuit-là, Luan dormit dans la chambre d'amis, dans un vrai lit, pour la première fois depuis des années. Mais le sommeil ne venait pas. Il pensait à sa mère, à cette nouvelle vie qui s'offrait à lui, à ce père potentiel qui semblait si gentil, mais qui restait un étranger. Au matin, Augusto lui prépara un petit déjeuner digne d'un palace. Croissant, pain au chocolat, fruits frais, jus d'orange pressé. Luan mangea avec appétit, mais Augusto remarqua qu'il gardait des morceaux de pain dans sa poche. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda-t-il gentiment. « Par habitude. On ne sait jamais quand on va remanger. Luan, tu comprends que si tu restes ici, tu n'auras plus jamais faim ?» L'enfant le regarda avec un mélange d'espoir et de méfiance. Les gens disent beaucoup de choses. Après, ils changent d'avis. Je ne changerai pas d'avis. Comment vous pouvez en être sûr? Augusto prit le collier, lumière de Sofia, et le posa sur la table. Parce que hier, un petit garçon m'a rendu bien plus qu'un bijou. Il m'a rendu l'espoir. Et l'espoir, ça ne se gaspille pas. Les jours suivants s'écoulèrent comme un rêve éveillé pour Luan. Augusto l'avait emmené chez un médecin pour un check-up complet, puis chez un coiffeur pour une coupe digne de ce nom. Ils avaient fait les magasins pour lui acheter des vêtements neufs, des chaussures qui ne prenaient pas l'eau, des livres pour apprendre à mieux lire le français. Luan découvrait un monde qu'il n'avait jamais imaginé. Les repas à heure fixe, les bains chauds, les draps propres et surtout la présence constante et bienveillante d'Augusto. Pourtant, quelque chose en lui résistait. Il avait appris à ne compter que sur lui-même, et cette nouvelle dépendance l'effrayait. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans le jardin du Luxembourg, Augusto aborda le sujet qui les préoccupait tous les deux. « Luan, j'ai contacté un laboratoire d'analyse génétique. Si tu es d'accord, nous pourrions faire un test de paternité. Comme ça, nous saurions avec certitude. » L'enfant s'arrêta net devant le bassin octogonal, où des enfants faisaient naviguer des bateaux miniatures. « Et si le test dit que vous n'êtes pas mon père ?» Augusto s'accroupit à côté de lui. « Alors, je serai triste, mais ça ne changera rien. Tu pourras rester avec moi aussi longtemps que tu voudras. Tu es devenu important pour moi, Luan. Peu importe ce que dit l'ADN. Et si le test dit que vous êtes mon père, alors nous apprendrons à être une famille, jour après jour. » Luan lança un caillou dans l'eau et regarda les ondulations se propager. D'accord pour le test. Pendant les 3 jours d'attente des résultats, leur relation évolua subtilement. Augusto commença à parler de Sofia, partageant ses souvenirs les plus précieux. Luan écoutait avec attention, fasciné par cette sœur qu'il n'avait pas connue, mais qui ressemblait étrangement à l'idée qu'il se faisait de la famille. Elle voulait devenir pianiste, raconta Augusto un soir devant la cheminée. Elle disait que la musique était le langage universel de l'amour. « Maman me disait la même chose, » murmura Luan. « Elle chantait tout le temps. Aimerais-tu apprendre le piano ?» Les yeux de Luan s'illuminèrent. « Vraiment, vraiment. Le piano de Sofia n'a pas joué depuis des années. Il serait temps qu'il reprenne vie. » Le lendemain matin, Augusto était dans son bureau quand son téléphone sonna. Le laboratoire. Ses mains tremblaient quand il décrocha. « Monsieur Falcão, nous avons les résultats du test de paternité. Je vous écoute. La probabilité de paternité est de 90,17%. Vous êtes effectivement le père biologique de Luan Santos. » Augusto raccrocha et resta immobile pendant plusieurs minutes. Luan était son fils. Son fils! Après toutes ces années de solitude, après avoir cru que sa lignée s'arrêterait avec la mort de Sofia, il découvrait qu'il avait un fils. Il monta à l'étage pour annoncer la nouvelle à Luan, mais la chambre était vide. Il le trouva dans le jardin, assis sur un banc, parlant avec un homme qu'Augusto ne connaissait pas. « Luan, tu es là !» L'homme se leva prestement et s'éloigna sans un mot.
Augusto le trouva louche, mais il était trop excité par les résultats du test pour s'y attarder. « Louane, j'ai une nouvelle extraordinaire. Le test… »« Je sais, » l'interrompit Louane d'une petite voix. « L'homme qui était là me l'a dit. »« Comment peut-il le savoir? Les résultats viennent d'arriver. » Louane évitait son regard. « Il dit qu'il connaissait ma mère. Il dit que vous allez me jeter dehors maintenant que vous savez la vérité. »« Quoi? Mais c'est absurde. Au contraire, c'est la plus belle nouvelle de ma vie. Il dit que les riches adoptent des enfants quand ils s'ennuient, mais qu'ils s'en débarrassent quand ça devient compliqué. » Augusto sentit la colère monter en lui. « Louane, regarde-moi. Qui crois-tu? Un inconnu ou moi ?» Mais le poison du doute était inoculé. Louane avait vécu trop de déceptions, trop de trahisons pour faire confiance aveuglément. « Je ne sais pas, » murmura-t-il. « Louane, tu es mon fils, mon fils. Tu comprends ce que ça signifie pour moi ?» Mais l'enfant s'était déjà refermé sur lui-même. « Je vais dans ma chambre. » Cette nuit-là, Louane ne parvint pas à dormir. Les mots de l'étranger résonnaient dans sa tête. « Il va se lasser de toi. Il se lasse toujours. Et tu retourneras dans la rue. Mais cette fois, tu auras goûté au luxe. Ce sera encore plus dur. » Au petit matin, Augusto trouva un mot sur la table de la cuisine. « Merci pour tout. Je préfère partir avant que vous me demandiez de le faire. Louane. » La maison redevint silencieuse. Augusto engagea un détective privé pour retrouver Louane, mais discrètement, sans le faire arrêter. Il voulait juste s'assurer qu'il était en sécurité. Pendant ce temps, Louane avait repris sa vie d'errance, mais les quelques semaines passées chez Augusto avaient changé quelque chose en lui. Il n'arrivait plus à se contenter de si peu. Il pensait constamment aux repas chauds, au lit confortable, aux conversations avec son père. Il traînait près de la maison d'Augusto, espérant l'apercevoir, mais n'osant pas s'approcher. Il l'observait partir travailler le matin, rentrer le soir, et il voyait dans ses gestes une tristesse qui lui faisait mal au cœur. Un soir de pluie, alors qu'il s'abritait sous un porche, il entendit une mélodie familière. Quelqu'un jouait du piano. Il reconnut la maison d'Augusto et s'approcha discrètement. Par la fenêtre du salon, il vit son père assis au piano de Sofia, jouant maladroitement la berceuse brésilienne que Nara chantait autrefois. Les larmes coulèrent sur les joues de Louane. Il comprit à cet instant qu'Augusto souffrait autant que lui, qu'il n'avait pas été abandonné, qu'il avait abandonné. Il rassembla son courage et s'approcha de la porte d'entrée. Ses petits poings tremblaient quand il frappa doucement. Augusto ouvrit la porte et resta figé. Louane était là, trempé, amaigri, mais là. « Je peux revenir ?» demanda l'enfant d'une voix à peine audible. Augusto s'agenouilla et ouvrit ses bras. « Tu n'es jamais parti de mon cœur, mon fils. » Louane se jeta dans les bras de son père et pleura toutes les larmes qu'il avait retenues. « Pardon, papa, pardon. » Il n'y a rien à pardonner, Louane, rien du tout. Ils restèrent enlacés sur le seuil, sous la pluie parisienne, deux âmes blessées qui se retrouvaient enfin. « J'ai eu peur, » confessa Louane. « Moi aussi j'ai eu peur. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de te décevoir. »« Tu ne me décevras jamais, papa. » Ce mot, « papa », prononcé avec tant de sincérité, fit fondre le cœur d'Augusto. Il porta Louane à l'intérieur, lui prépara un bain chaud et un repas. « Louane, je veux que tu saches quelque chose d'important. »« Quoi? Ta mère? Nara? Je l'aimais, vraiment. Mais j'étais trop lâche pour l'admettre. J'avais peur de ce que les gens penseraient, peur de mélanger ma vie professionnelle et personnelle. Quand Sofia est morte, j'ai sombré dans la dépression et j'ai repoussé tout le monde, y compris elle. Pourquoi tu me dis ça? Parce que je ne veux pas faire la même erreur avec toi. Je veux que tu saches que tu es aimé, que tu as ta place ici, que cette maison est autant la tienne que la mienne. » Louane sourit pour la première fois depuis des jours. « Et le piano de Sofia? Il n'attend que toi. » Ils passèrent la soirée au piano. Augusto enseignant à Louane les bases, Louane lui apprenant les berceuses de sa mère. La musique remplissait la maison d'une joie qui avait disparu depuis trop longtemps. Tard dans la nuit, alors que Louane dormait paisiblement, Augusto sortit le collier lumière de Sofia de son écrin. Il l'observa longuement, puis le posa délicatement sur la table de nuit de Louane.
Ce bijou, créé pour honorer la mémoire de sa fille, avait finalement eu pour mission de lui ramener son fils. Au petit matin, Louane découvrit le collier. Il courut vers la chambre d'Augusto. « Papa, le collier !»« Il est à toi maintenant, Louane. Ta mère et Sophia veillent sur nous. Et nous allons apprendre à être une famille. » Louane passa le collier autour de son cou. Les perles nacrées captaient la lumière matinale et semblaient pulser d'une vie propre. Il sentit une présence douce et bienveillante l'envelopper. « Merci, maman, » murmura-t-il. « Merci, Sophia. » Augusto le serra dans ses bras. « Merci, mon fils. Merci d'avoir eu le courage de revenir. » 6 mois plus tard, Louane donnait son premier récital de piano dans le salon de la maison. Quelques amis d'Augusto étaient présents, ainsi que Madame Dubois, la voisine qui avait été la première à accepter naturellement cette nouvelle famille. Louane interpréta la berceuse brésilienne de sa mère, arrangée pour piano. Ses doigts fins dansaient sur les touches avec une grâce naturelle qui rappelait Sophia. Augusto pleurait de fierté. À la fin du morceau, les applaudissements résonnèrent dans la pièce. Louane se leva et salua, puis il regarda son père avec un sourire radieux. « Papa, tu crois que maman et Sophia nous entendent? J'en suis certain, mon fils. Elles sont fières de nous. » Louane hocha la tête et caressa le collier lumière de Sophia qu'il portait toujours. Cette lumière, qui avait failli être perdue dans un vol, avait finalement illuminé 2 vies brisées et créé une nouvelle famille. Dehors, Paris continuait sa vie trépidante. Mais dans cette maison du 7e arrondissement, un père et un fils apprenaient jour après jour à transformer leurs blessures en amour, leur peur en confiance et leur solitude en une famille unie par bien plus que le sang, par le choix mutuel de s'aimer. L'histoire de Louane et d'Augusto était devenue une légende dans le quartier. On racontait qu'un enfant des rues avait rendu un bijou volé et trouvé un père. Mais la vérité était plus belle encore. 2 âmes perdues s'étaient retrouvées grâce à un geste d'amour pur, prouvant que parfois, les plus beaux trésors se cachent dans les cœurs les plus simples. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à partager votre émotion en commentaire. Quelle a été votre scène préférée? Pensez-vous que l'amour peut vraiment surmonter toutes les barrières sociales? Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires qui réchauffent le cœur et nous rappellent que l'humanité existe encore dans notre monde. Partagez cette histoire avec vos proches. Parfois, les plus belles leçons de vie se cachent dans les gestes les plus simples. À bientôt pour une nouvelle aventure émotionnelle.